Mouchezi Mougaga est avec nous. Bonsoir, monsieur Mouchezi. Bonsoir, monsieur Fabien Lumbala. Juriste, vous l'êtes, mais vous n'engagez pas le barreau ici. Je ne peux pas vous appeler maître. C'est une qualité que j'ai de par ma profession. Moi, donc ça ne change rien. Dans les médias, on n'est pas obligé d'appeler maître parce que vous n'engagez même pas le barreau ici. Le barreau ne vous a pas mandaté. Du tout. Vous êtes chercheur. À la tête de votre centre, Cergy, Centre d'échange et des réformes juridiques et institutionnelles. Vous avez été conseiller juridique chargé de la recherche au GED, journaliste en danger, oui. Vous avez d'autres casquettes qu'on n'ose pas évoquer ici. Peut-être que vous allez basculer en politique d'ici là. Absolument, c'est un rêve que je caresse. À un moment donné, la politique va nous avaler toutes les têtes pensantes. Oui, la politique en tant qu'espace qui regroupe les personnes qui veulent travailler pour la cité doit nécessairement être regroupée, doit nécessairement regrouper les têtes pensantes parce que la gestion d'un État, c'est plus des aspects techniques qu'il faut mettre en avance que le verbiage politique qui ne sert à rien. Gérer l'économie du pays, générer des ressources, trouver des moyens pour les prendre, les mettre dans la caisse publique de l'État, les affecter aux dépenses, aux charges publiques telles qu'est prévu dans le cadre budgétaire, ça ne peut être qu'une pensée qui peut provenir des scientifiques et des gens qui sont techniquement outillés. Il a été prévu que vous soyez avec Gabi Kouba, le président de l'UNPC, qui est malheureusement indisponible puisqu'il a reçu l'invitation bien avant nous de la radio proche de l'ONU à la même heure. Vous êtes proche de la presse. Absolument. Oui, vous avez écrit un certain nombre de livres. On en fera allusion. Dites-nous concrètement, depuis les assises qu'on appelait les États généraux de la presse, du centre Nganda, il y a, je peux parler de 7 ans ou 10 ans? Non, il y a une année environ, parce que... Mais c'était après le... En 2004, c'était le premier congrès de refondation de la presse. C'est vrai qu'il y a eu d'autres forums qui ont réfléchi sur la réforme de la loi de 96, aujourd'hui abrogée, au Bas-Congo, ici à Kinshasa. Mais les assises les plus récentes sont celles qui ont été organisées par l'actuel ministre de la Communication et des Médias sous la présidence du chef de l'État. Oui. Est-ce que nous pouvons parler des évolutions les plus importantes sur le plan juridique dans le cadre de la liberté de la presse? Oui, l'étape actuelle qui est la plus importante, elle s'est nourrie des réflexions qui ont été développées, notamment depuis 2007 jusqu'à maintenant, parce que c'est en 2007 qu'on a connu un premier atelier véritablement national qui a présidé à l'élaboration de la première ébauche du texte qui devait supplanter la loi du 22 juin 1996, qui vient d'être abrogée par l'ordonnance loi récemment publiée par le chef de l'État sur la liberté de la presse. Mais c'est au cours de l'année 2007 que nous avons pu élaborer l'ébauche de la loi qui devait remplacer celle de 2004 sur la AM et qui mettait en place le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication conformément aux articles 212 de la Constitution. Et cette loi a été promulguée en 2011. C'est elle qui régit actuellement le CESAC. Bon, maintenant, il faut féliciter quand même l'actuel ministre de la Communication et des Médias qui vient de parachever, disons ça comme ça, le processus qui a jalonné toutes ces idées en termes de réforme de la loi cadre sur la presse et qui est aujourd'hui beaucoup plus complète. Cette ordonnance loi qui a été promulguée par le chef de l'État et ratifiée par l'Assemblée nationale est de loin plus complète pour ce qui est des catégories de médias, pour ce qui est des principes de la liberté de la presse, pour ce qui est aussi du régime de répression des infractions de presse tel qu'on l'a décrié pendant un certain temps, même si sur un certain nombre de questions il reste à parachever quand même le bon achèvement de ce combat, et notamment par la prise d'un certain nombre de mesures d'application des dispositions de cette loi, notamment pour ce qui est
de la fiscalité, de la parafiscalité applicable aux médias, des conditions de travail qui sont directement aujourd'hui liées au Code du travail et aux dispositions relatives à la prévoyance sociale, mais aussi aux conditions qui doivent être requises, qui sont requises désormais, disons-le comme ça, pour des récipiendaires qui veulent accéder à la profession de journaliste. Et cette loi a l'avantage de reconnaître officiellement l'Union nationale de la presse du Congo comme le cadre par excellence à travers lequel la reconnaissance d'un journaliste peut être effective par la délivrance de la carte au sein de l'Union même qui contrôle non seulement ces aspects d'ordre éthique et déontologique, mais qui gère aussi les aspects professionnels pour ce qui est de l'accès et de l'exercice de la profession. Est-ce que cette évolution juridique prend réellement en compte les nouvelles technologies de l'information et de la communication avec aujourd'hui les réseaux sociaux qui pourrissent la vie et qui ternissent par moments l'image du métier avec dans l'exercice du métier par certains. Vous connaissez le numérique, personne ne maîtrise ce qui est fait là. Chacun à partir de sa chambre peut dire, raconter tout ce qu'il veut. Oui, cette loi est de loin plus moderne que la loi de 1996, en cela qu'elle reconnaît au moins pour la première fois depuis plus d'une dizaine d'années, plus d'une quinzaine d'années, même une vingtaine, les médias associatifs communautaires et confessionnels, ainsi que les médias en ligne auxquels elle confère un certain nombre de prérogatives particulières, mais qui met en place aussi, parce qu'elle met aussi en place un régime très spécifique à ces catégories de médias qui sont quand même une frange de médias assez important et qui sont les plus disponibles, les plus proches de la population et les plus consultés, les plus informatifs. Je ne néglige aucun autre, mais c'est des médias qui atteignent beaucoup plus la population sans beaucoup d'efforts. Les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas pris en compte, mais ils sont déjà pris en compte dans la loi sur le numérique et qu'il faut remettre en cohérence avec cette ordonnance-loi, en même temps que la loi organique de 2011 qui régit le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et qui donne justement au CESAC cette prérogative de réguler, que ce soit les médias en ligne, que ce soit les médias classiques, que ce soit particulièrement les médias associatifs et communautaires, tout en tenant compte de leurs spécificités. Charles Mouchési, est-ce que la loi organique de 2011 qui régit le CESAC, vous l'avez souligné tout à l'heure, est-ce que cette loi permettra au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de pouvoir gérer ceux qui utilisent par exemple les youtubeurs avec les dégâts que leur travail par moment entraîne? Est-ce que à quel niveau le CESAC va pouvoir un droit de regard sur le travail que fait les youtubeurs? Mais c'est une préoccupation majeure et ça met en exergue les multiples défis auxquels la République démocratique du Congo aujourd'hui fait face en termes de régulation de médias. D'abord, il y a la question de la régulation de médias, et même les médias classiques, qui n'est suffisamment pas efficace à ce jour, mais il s'ajoute les médias en ligne qui exigent beaucoup plus de technicité, beaucoup plus d'outils et beaucoup plus de compétences individuelles au sein du CESAC. C'est des questions qu'il faut appréhender avec courage, il ne faut pas avoir peur, mais aujourd'hui, le CESAC, il est clair, il n'a aucune capacité pour réguler les médias en ligne. Déjà, il est difficile à réguler les médias classiques existants. Et donc, il faut aujourd'hui repenser à le CESAC, il faut repenser la qualité du personnel qu'il doit avoir, les catégories spécifiques des spécialistes qu'il doit avoir, mais aussi les matériels et les outils qui doivent être mis en place pour renforcer ses capacités en termes de régulation. Non pas une régulation simplement axée sur la sanction,
mais axé sur la pédagogie, la formation, le renforcement de la capacité et même le plaidoyer en faveur d'une meilleure liberté de la presse. Mais au-delà des médias en ligne, typiquement congolais, il y a cette question de la transfrontalité des autres médias qui sont captés de l'étranger vers la République démocratique du Congo ou de la République démocratique du Congo vers l'étranger et qui peuvent véhiculer des contenus qui ne sont pas conformes aux mœurs congolais, qui ne sont pas conformes aux lois congolaises, à la liberté des individus, etc., tel que prévu par la Constitution à travers les articles 22 et 24 notamment. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de regarder ces différentes lois comme un acquis, de le mettre en cohérence, mais aussi de regarder dans un deuxième temps les aspects institutionnels à travers lesquels ces lois doivent être mises en pratique et doter de manière conséquente ces institutions des capacités dont elles ont besoin plutôt, pour pouvoir exercer normalement cette régulation, cette réglementation et l'autorégulation, parce qu'aujourd'hui, l'UNPC, officiellement reconnue dans l'ordonnance loi sur la liberté de la presse, a un rôle à jouer avec toute l'officialité nécessaire qui lui est déjà reconnue à travers ce texte. L'UNPC, son rôle reconnu officiellement, le MEC à un moment donné, vous vous souvenez, quand vous avez évolué au GED, le MEC était également en danse dans le cadre de l'autorégulation pour rappeler les prolégomènes donc aux journalistes, notamment les principes d'éthique et de déontologie. On peut parler de l'OMEC Requiem dans cette nouvelle loi, si vous l'avez lu en profondeur. L'OMEC n'est pas fondamentalement reconnu, mais par contre l'UNPC, oui, en tant qu'institution, instance interne à la profession d'autorégulation. On peut dire quand même qu'en 2004, l'OMEC a été voulu pour renforcer cette observation des questions d'ordre déontologique, mais elle a été mal pensée parce que à la fin, elle avait les mêmes attributions que l'Union nationale de la presse du Congo, qui a en son sein d'ailleurs autant de services chargés du monitoring, chargés de la réglementation, chargés de la normalisation, etc., et qui se sont retrouvés dans les attributions de l'OMEC. Disons que l'Observatoire des médias congolais, l'OMEC, à ce jour, déjà qui ne fonctionne pas, n'a aucune importance particulière si l'Union de la presse du Congo, l'Union nationale de la presse du Congo, est renforcée dans ses capacités d'observateur, de pédagogue, de sanctionnateur, de régenteur de la profession, de la gestion de l'entrée en profession, de la carrière des journalistes, etc. Bien évidemment en interaction avec les autres structures internes, sous-structures si vous voulez, mais avec aussi les institutions publiques, parce qu'il s'agit finalement d'un domaine qui a un lien direct avec les services d'utilité publique et qui doit fonctionner, non pas en marge de la loi, mais en conformité avec la loi et avec les institutions qui sont du même secteur, notamment le ministère de la Communication et des Médias et l'institution publique qui est chargée de la régulation de médias, qui est le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Mais à cela, il faut ajouter aussi tout ce qui est régulation du numérique et tout ce qui rentre dans la gestion du numérique, parce que de plus en plus les médias empruntent au numérique dans le cadre des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et ils ne peuvent pas en faire un usage abusif qui soit contraire aux mœurs, aux lois et aux droits d'autrui. Pour revenir, ce sera peut-être le clou, pour revenir au numérique, ce n'est pas seulement le CESAC qui va être confronté ou qui est déjà confronté à ce défi, même en Occident, des inquiétudes se multiplient concernant certaines applications, notamment celle qui a montré le pape en train de se marier en pleine basilique.
Macron en train de ramasser la poubelle, et Barack Obama en train de jouer au zango avec Angela Merkel sur une plage, et des choses que vraiment le Conseil supérieur de la communication ne va pas gérer. Alors, est-ce qu'il est fait état quand même de... Et puis, certaines injures, par exemple, avec des vidéos sur YouTube, ainsi de suite, il y a les opérateurs de l'Internet, par exemple. Est-ce cette loi fait allusion à une certaine collaboration ou au mécanisme de collaboration entre le CESAC et les opérateurs comment on appelle, du téléphone, plutôt de l'Internet. Du secteur numérique. Oui, de l'Internet, pour pouvoir, par exemple, stopper certains mensonges, certains commandos de destruction, comme ce qu'on venait de lire ce soir, que le président et le ministre Jean-Pierre Bemba de la Défense sont en train de préparer un voyage à Moscou et puis à Pékin. Les ambassades occidentales sont mécontentes. Commando de destruction, ce qu'on appelle un fake news. Alors, est-ce que la loi fait allusion à ça? La loi fait allusion à ça lorsque vous lisez les articles 100 et suivants, surtout l'article 141, si je ne me trompe pas, de l'ordonnance loi qui vient d'être promulguée par le chef de l'État. Cette question est prise en charge, mais la question qui est essentielle ici n'est pas tellement ce que prévoit le texte. C'est vrai que c'est déjà une avancée, mais c'est dans quelle mesure ce texte est réaliste et réellement applicable par les institutions qui sont compétentes sur la question. Et donc voilà, je reconnais aujourd'hui qu'il y a une avancée au niveau gouvernemental avec l'arrivée d'un ministère, la création d'un ministère chargé du numérique. Mais il y a là toute une équipe qu'il faut mettre en place, tout un groupe thématique qu'il faut mettre en place au gouvernement pour que tous les aspects qui empruntent au numérique soient plutôt gérés de manière concertée, cohérente entre tous les ministères concernés au gouvernement, chapeauté bien entendu par le ministre qui est chargé de la question, avec un secrétariat général qui doit avoir une administration moderne vraiment, avec du personnel de qualité, qui comprend non seulement les concepts, mais qui a aussi accès à cette technologie pour travailler dans leur domaine de la manière la plus efficace. Et donc, la recommandation ici qui puisse être faite au gouvernement, autant qu'il existe des groupes thématiques, je ne sais plus comment on les appelle au niveau du gouvernement, des commissions gouvernementales, qu'il y ait une commission typiquement axée sur le numérique et qui va nécessairement travailler avec tous les ministères qui rentrent dans ce secteur, y compris avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, pour ce qui est notamment du numérique utilisé dans le secteur médiatique. Peut-être que c'est aussi l'occasion en ce moment-là qu'il y aura la possibilité de déterminer les règles de régulation de cet espace, y compris par la suspension d'un certain nombre de fluidités d'émissions ou de publications des vidéos qui qui violent la loi de manière générale ou qui portent atteinte notamment à la jeunesse qui doit être particulièrement protégée pour tout ce qui est diffusion médiatique. Souvenez-vous que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, dans sa composition, intègre les parents qui représentent les familles et qui représentent les préoccupations et qui viennent pour gérer les préoccupations d'éducation de la jeunesse qui doit être protégée en toutes circonstances de temps et d'espace contre des contenus médiatiques qui ne sont pas favorables à leur croissance, à la croissance harmonieuse de leurs enfants. Et c'est cette présence-là qu'il faut exploiter de ce côté-là, en faisant une surveillance accrue et en prenant des mesures idoines pour que, effectivement, les contenus médiatiques soient, notamment pour ce qui est de la jeunesse, conformes à la loi. Merci Charles. Les créateurs de réseaux sociaux eux-mêmes et les médias en Occident sont en train de dire que le monde a été manipulé par le numérique et beaucoup de ceux qui ont créé ces réseaux sociaux ne veulent pas que leurs enfants puissent étudier dans les écoles où il y a tablettes, téléphones, ordinateurs
et que ces gens... Mais il faut rappeler aussi qu'il y a des pays où aucun enfant de moins de 15 ans ne peut avoir accès aux réseaux sociaux. Je crois qu'en France, si je ne me trompe pas, et en Suisse, telle est déjà la situation parce qu'on considère qu'avant 15 ans, le jeune enfant n'a pas encore une capacité de discernement suffisante ni une maturité capable de lui permettre de faire des jugements définitifs. Merci Charles Mouchizi Mougaga. Je rappelle que vous êtes juriste et chercheur. Vous êtes à la tête du Centre d'échange des réformes juridiques institutionnelles, ancien conseiller juridique chargé de la recherche au GED, journaliste en danger. Avec vous, on a justement abordé ce sujet important à l'occasion de la journée du 3 mai consacrée justement à la liberté de la presse. Merci, monsieur le journaliste. Bonsoir chez vous, le journal dans quelques instants sur nos antennes. Bonsoir à vous.